à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous quotidien dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les jeudis, zoom sur les nouvelles tendances en matière d'investissement responsable. Aujourd'hui, comment développer davantage l'épargne solidaire. 59% des épargnants jugent important les impacts environnementaux et sociaux des produits financiers. Et ils ne sont pourtant que moins de 10% à investir sur des fonds labellisés. Selon une étude d'Epsor, on recevra d'ailleurs son président dans un instant pour parler des fonds engagés disponibles et donc de l'intérêt croissant mais encore insuffisant des Français pour l'épargne solidaire. Et puis, dans Enjeu patrimoine, l'impact de l'inflation sur les placements sans risque, très plébiscité, on le sait, par les épargnants français, assurance vie, livret A, PEL, avec une hausse de l'inflation de 5,2% en mai, en un an, un record depuis 37 ans. Il est légitime de se demander si ces placements seront impactés et si oui, comment par cette inflation galopante. On fera le point avec nos deux experts en deuxième partie d'émission. Donc, Smart Patrimoine, c'est parti. Focus aujourd'hui sur la finance solidaire. Elle séduit de plus en plus les épargnants français. L'encours de l'épargne solidaire a atteint un record de 24,5 milliards d'euros en 2021 selon une étude de l'association FAIR. Investir dans une épargne au service des entreprises ou produits financiers à finalité sociale ou environnementale plaît de plus en plus, donc c'est indéniable. Et pourtant, sur la totalité des épargnants, ils ne sont finalement que très peu à investir sur des fonds labellisés, faute peut-être aussi de fonds labellisés véritablement et efficacement engagés dans la transition écologique. On en parle aujourd'hui avec notre invité Julien Niquet, président d'Epsor, spécialiste en épargne salariale. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine qui dévoile donc, je le disais en préambule de cette émission, une étude portant sur plus de 800 fonds d'investissement français. Julien Niquet, quel était l'objectif de cette étude que vous avez conduit justement sur ces fonds d'investissement en France ? Alors, l'objectif de l'étude était assez simple, c'était de comprendre ce qu'il y avait précisément dans les fonds, les supports de placement qui sont proposés aux Français et d'essayer de faire un comparatif entre l'impact sur l'impact environnemental des fonds, qu'ils soient labellisés ISR, qu'ils soient labellisés SFDR 9 ou Greenfin, ou qu'ils ne soient pas labellisés, pour essayer de matérialiser finalement la différence d'impact entre un fonds labellisé et un fonds non labellisé pour un épargnant. Et bien vous allez tout nous expliquer d'ailleurs, ce qu'est exactement un fonds labellisé. Je le disais, est-ce que vous aussi, Julien Niquet, vous constatez ce décalage entre appétence des Français donc, pour les fonds labellisés et les investissements réalisés par eux sur ces fonds ? Voilà, est-ce qu'il y a un décalage là-dessus ? Il y a un léger décalage. Ce décalage, en fait, il est présent parce que les fonds labellisés ne sont pas forcément toujours si accessibles que ça. Ça dépend aussi. Nous, par exemple, on travaille sur l'épargne salariale et retraite, et donc ça dépend de l'accessibilité des fonds labellisés via le dispositif de l'entreprise. Donc, si l'entreprise n'en propose pas nécessairement, le salarié ne peut pas investir dedans. Et puis après, il y a aussi une question par rapport, les encours d'épargne sont concentrés aussi sur, il y a 80% de l'épargne est concentrée sur 20% des gens qui la détiennent. Et donc la question, c'est aussi la question de l'appétence et où est l'appétence pour ce sujet. Pour revenir sur ce mot d'accessibilité, donc faute de fonds proposés, on va dire, c'est ce que vous disiez par les entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres freins aussi qui les rendent un peu inaccessibles auprès des épargnants français aujourd'hui, ces fonds labellisés ? En l'occurrence, on considère que l'un des sujets, c'est de donner aussi plus d'informations aux salariés, à l'épargnant, en l'occurrence chez nous, aux salariés via l'épargne salariale et l'épargne retraite, mais à l'épargnant sur ce sur quoi il investit réellement. Et aussi une vraie compréhension, une vraie transparence sur l'impact d'un fonds labellisé ou non labellisé pour être capable en fait de se dire je saute le pas et j'y vais et en fait je vais comprendre la différence avec un fonds traditionnel. C'était l'objet aussi un peu de cette étude, donner plus de transparence sur ces fonds labellisés. Est-ce qu'ils doutent, une autre question aussi qui me vient, Julien Niquet, est-ce qu'ils doutent de la rentabilité de ces fonds labellisés, les Français aussi peut-être ? Ça fait partie des questions en fait, qui sont régulièrement posées. Ils ont aussi besoin d'être rassurés par rapport à ça, d'avoir des chiffres sur justement la différence de performance entre des fonds labellisés et des fonds non labellisés sur la durée. Et en l'occurrence, nous, quand on leur montre les différences qui sont extrêmement minces et qui sont même parfois à l'avantage des fonds labellisés en fonction évidemment en fonction des périodes de marché, pour le coup, c'est quelque chose qui rassure et qui vient favoriser en tout cas l'investissement sur de l'épargne responsable auprès des épargnants. Alors dites-nous, quels critères aujourd'hui permettent de déterminer qu'un fonds est labellisé ? Comment ça marche ? Alors c'est justement bien là que le bas blesse. Ce qu'on démontre dans l'étude, c'est justement toute la
Le système de notation, comment les critères? Le label ISR, c'est un label qui est relativement permissif, en fait, qui donne un taux minimum de 10% à partir d'entreprises qui vont respecter certains critères, mais qui vont être très, très, très laxistes sur des critères sociétaux, environnementaux, de gouvernance de l'entreprise. Et si le fonds a une proportion d'entreprises qui respectent ces critères, du coup, le fonds peut demander à être labellisé ISR. Et en fait, c'est un sujet qu'on avait déjà relevé dans notre précédente étude l'année dernière et qu'on souligne encore cette fois-ci, c'est qu'en fait, le label ISR, aujourd'hui, c'est un label qui est trop permissif, qui, du coup, perd un peu de sa crédibilité. Il y a un rapport de l'Inspection générale des finances, d'ailleurs, qui, l'année dernière, est sorti sur le sujet, qui vient bien pointer du doigt, comme on avait pu le faire l'année dernière, qui vient pointer du doigt, justement, le risque de perte forte de crédibilité de ce label s'il n'est pas profondément réformé, et il est en train d'être réformé en ce moment. Donc Julien Niquet, ce que vous nous dites, c'est que quand on investit dans un fonds labellisé, finalement on peut aussi se retrouver à investir sur des entreprises qui ne sont pas forcément très vertes, très durables. Exactement. En fait, c'est bien le sujet, c'est bien l'un des problèmes qu'on souligne, c'est qu'aujourd'hui le label ISR, il fait une promesse en fait à l'épargnant, il fait une promesse d'investir, et si on va sur le site du label ISR, c'est même assez drôle presque. Il donne le sentiment qu'on investit dans un nouveau monde, dans un monde qui serait éloigné du monde traditionnel des entreprises historiques. Voilà, on a l'impression qu'on investit dans un nouveau monde, j'ai l'habitude de dire dans les pâquerettes et les éoliennes. C'est pas vrai. En l'occurrence, c'est pas le cas. On parle de transition environnementale, on parle de transition, et donc qui dit par transition veut dire qu'on investit bien dans l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, et on est sur un monde qui est censé être en transition. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce label ISR, il ne retranscrit pas ça. Et donc, il y a un vrai sentiment quand les salariés, ou en tout cas chez nous les salariés, mais quand les épargnants ont accès à l'information sur ce qu'ils financent réellement sur le label ISR, il y a souvent à ce moment-là un petit choc pour les épargnants. Mais comment justement vous expliquez ce package un peu avec des entreprises plus vertueuses que d'autres, on va dire? Est-ce qu'on touche encore à ce que je disais tout à l'heure sur la rentabilité? C'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir que des fonds labellisés 100% à impact, 100% engagés dans la transition écologique, parce qu'il faut cet équilibre-là avec encore des activités malheureusement un peu plus peut-être polluantes. Voilà, c'est aussi pour ça, parce qu'il y a un enjeu de rentabilité aussi derrière pour les entreprises? Alors non, c'est pas forcément que un sujet de rentabilité. Le fait est que, en fait, des fonds labellisés ou non labellisés, ils investissent dans des sociétés cotées. Donc par principe, le terrain de jeu d'un support de placement, il est limité dans le temps. Et donc la profondeur dépend des sociétés qui sont cotées aujourd'hui. Et des sociétés qui sont cotées aujourd'hui peuvent investir dans des solutions vertes, peuvent participer fortement à la transition écologique, à des enjeux sociaux ou sociétaux assez importants. Mais la question, c'est la taille de ces capitalisations au regard des encours qui sont déjà collectés dans les fonds d'épargne responsable. Et donc, un gérant, il a la nécessité aussi d'aller chercher un minimum de performance, puis d'investir finalement ce qu'il collecte. Et donc, il investit dans les entreprises qui sont cotées. Et ça, c'est une limite qui amène à un moment à avoir, en fait, à retrouver beaucoup d'entreprises du CAC 40 dans des fonds labellisés. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Julien Niquet. On va donner quelques exemples pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Quelles sont les entreprises les plus représentées, vous, en tout cas, dans les fonds que vous avez dévoilés dans cette étude? En fait, ce qu'on dévoile dans l'étude, c'est il y a deux enseignements qui sont quand même assez intéressants. En fait, dans les fonds labellisés, au sens large, donc ISR et autres labels, on constate qu'il y a donc 80% d'entre eux, des entreprises qui financent qui sont sur les énergies fossiles, qui sont présentes en portefeuille. Donc ça, c'est un élément qui est assez surprenant et qui vient, en tout cas quand nous on le donne à nos épargnants, qui choque un peu. En fait, ils ne s'attendent pas à trouver ça parce que justement il y a ce label qui est présent, et donc ils sont surpris de cet élément-là. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il faut clairement pointer du doigt. Quand on pense fonds labellisés, en effet, on ne pense pas secteur ou entreprise d'énergie fossile. On ne pense pas pétrole, on ne pense pas charbon, on n'imagine pas ça, et on nous donne le sentiment qu'on est très éloigné de ça. En fait, c'est aussi ça le sujet, c'est que d'un point de vue du marketing, très souvent, on va promouvoir un fonds comme si, et on l'entend sur beaucoup de matinales, dans les pubs des matinales le matin, des banques on promet de financer un autre monde. En l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est un des enseignements qui est particulièrement important. Et ensuite, ce qu'on constate aussi, c'est que
50% des entreprises représentées dans les fonds labellisés et non labellisés sont communes. Donc on voit bien qu'on est en grande majorité en train d'investir parfois sur les mêmes entreprises, sur les mêmes, sur les mêmes actions, sur les mêmes émetteurs. Et donc, ça montre bien qu'on n'est pas en train de, on est en train de parler de deux écosystèmes qui sont complètement liés et qui sont pas différents. Donnez-nous quelques exemples de grosses entreprises qui arrivent un peu dans le top 10 de cette étude aujourd'hui, pour qu'on ait des idées de secteur aussi. Oui, bien sûr. Parler de grosse capitalisation. Très marquant, parce que c'est le cas de Total Energy qui est souvent qui suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions. Mais en fait, on voit que par exemple Total Energy est dans le top 3 des fonds non labellisés en termes de présence dans le portefeuille. Il est en numéro 6 dans les fonds labellisés. Donc on voit qu'il n'y a pas un écart qui est très très important entre les deux. Et on passe sur une transition sur ce sujet. Si on regarde les fonds qui sont labellisés SFDR 9, qui sont une nouvelle réglementation européenne qui est beaucoup plus restrictive et que nous on juge particulièrement qualitative, il arrive en 16e position. Donc on voit quand même qu'il y a un vrai écart sur ce sujet-là, aussi parce que on est dans ces cas-là sur des fonds qui ont un engagement beaucoup plus fort sur ces sujets. Et donc, vous parliez, donc il y aurait une espèce de frilosité un peu évidemment des épargnants à aller investir sur des entreprises qui, en effet, sur le papier, pourraient faire peur ? Oui, en fait, le sujet, et nous, on plaide... On pense greenwashing, voilà, exactement. On se dit... On pense greenwashing, en fait, c'est surtout du point de vue de l'épargnant, il ne s'attend pas, ce qu'on constate, nous, c'est qu'il ne s'attend pas en majorité à trouver ces entreprises-là. Certains épargnants nous disent on n'est pas choqués. En revanche, ils aimeraient le savoir. C'est-à-dire que c'est ça aussi le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'accès à l'information, la transparence sur ces sujets-là de la part des fonds pour aussi être capable de comprendre dans quoi on investit. On a régulièrement des salariés qui nous disent moi j'ai accès à un fonds d'épargne responsable, quand je regarde à l'intérieur, je suis investi dans mon top 5 sur BNP, Total Energy, LVMH. Est-ce que est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est nécessairement ça? Ou est-ce que ça peut être d'autres entreprises? Est-ce que c'est possible? Et donc oui, c'est possible. Et ce qu'on constate dans notre étude, c'est qu'il y a des fonds qui sont quand même plus engagés que d'autres sur ces sujets, sur le sujet environnemental, mais aussi sur les sujets sociaux et sociétaux. Sur les 800, combien ont véritablement obtenu des très bonnes notes? On est à moins de 10%. Ouais. On est à moins de 10% qui sont particulièrement engagés chez nous. Et on voit que c'est sur certaines sociétés de gestion plus marqué, parce qu'il y a des sociétés de gestion qui sont aussi particulièrement engagées sur ces sujets-là et pas de façon opportuniste ou pas de façon récente, mais qui sont engagées depuis longtemps sur le sujet et qui se démarquent dans ce type de classement. Qu'est-ce que vous proposeriez aujourd'hui pour accélérer justement la tendance, inciter davantage les Français à faire confiance à ces fonds-là, à les pousser? Alors nous, on plaide pour plusieurs choses. On plaide d'abord pour aller assez loin dans la refonte du label ISR, pour clarifier un petit peu la position. On voit qu'aujourd'hui, il y a des débats en ce moment sur est-ce que le label ISR doit aller jusqu'à l'exclusion de certains secteurs. Nous, en tout cas, on y serait relativement favorable, ou en tout cas, si ce n'est pas exclu, il faut que ce soit clairement explicité. Je fais souvent le parallèle chez nos clients entre... je vais investir de l'argent dans un support de placement et je vais acheter ma bouteille de lait au supermarché. Aujourd'hui, je vais acheter ma bouteille de lait au supermarché, j'ai un Nutri-Score, je sais d'où le lait provient et j'ai accès aux composants du lait, j'ai accès aux composants, aux ingrédients de la bouteille. Et c'est exactement la même chose quand il s'agit d'investir dans un support de placement. Aujourd'hui, on a fait les choses de façon parfois réglementaire et technique, ce qui fait que personne ne lit ces documents et personne ne les regarde parce qu'ils sont assez incompréhensibles. Il y a un fameux document qui s'appelle « Document d'information clé pour l'investisseur » que personne ne regarde, que personne ne lit. Mais le sujet, c'est de donner une information claire et lisible. Et ça fait partie des chantiers importants de ce que doit faire le label ISR. C'est si on vient, enfin en tout cas si un label d'État vient mettre un tampon sur un fonds, de s'assurer de la qualité qui est derrière avec un petit peu plus d'informations que ce qu'il y a aujourd'hui. Et on va terminer sur cette proposition. Merci beaucoup Julien Diquet d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le président d'Epsor. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, d'avoir parlé avec nous. Épargne solidaire. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.
Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel impact l'inflation peut-elle avoir sur les placements sans risque? Ces placements que vous privilégiez année après année, assurance vie, livret A, PEL. Pour rappel, l'inflation a atteint plus 5,2% en mai selon l'INSEE. L'occasion aujourd'hui donc de s'intéresser à son impact sur ces placements dont les taux de rémunération sont bien inférieurs à la dynamique de l'inflation et donc aux ajustements peut-être à réaliser afin de s'en protéger. Nos deux invités aujourd'hui, Louis Yang nous accompagne d'abord, rédacteur en chef du Café du Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Café du Patrimoine, qu'est-ce que c'est en quelques secondes? Expliquez-nous. Alors c'est un magazine financier qui s'adresse aux investisseurs particuliers avec un angle qui s'adapte aux personnes qui souhaitent investir à moyen long terme avec un risque mesuré. Donc on décrypte et on analyse les différents produits, les différents placements et stratégies pour mieux gérer leur argent et leur patrimoine. Vous aussi, vous aidez les investisseurs à mieux décrypter le marché. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Séverine Giovannangeli Florence nous accompagne également, ingénieure patrimoniale au cabinet SGP Consulting Mazarin. Elle nous accompagne à distance. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour Séverine, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui à distance. Louis Yang, les épargnants adeptes de produits d'épargne plus basiques, sans risque, on va dire, comme je le disais, type assurance vie, est-ce qu'ils sont inquiets aujourd'hui de cette montée de l'inflation ? Oui, tout à fait. Et puisque aujourd'hui, ce type de placement sans risque, que ce soit, comme vous l'avez dit, les livrets fiscalisés, non fiscalisés, le fonds euro de l'assurance vie, ne couvre plus du tout l'inflation, puisque la performance moyenne de l'assurance vie du fonds euro était de 1,3% l'année dernière. Et cette année, de par le contexte de marché, ce ne sera pas beaucoup mieux. Donc, très clairement, aujourd'hui, si on est positionné sur ce type de placement, on perd de l'argent. Donc ils sont inquiets et ils ont raison de l'être. C'est ça, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Tout à fait. Séverine Giovannangeli Florence, vous faites le même constat aujourd'hui ? Oui, tout à fait, Eva. On a des clients qui sont relativement inquiets. Ils voient une inflation qui ne cesse d'augmenter. On a toujours l'impression qu'on arrive au pic de l'inflation, donc avec les 5,2% dont vous parlez. Mais on n'y est pas. On a une inflation qui continue à augmenter tous les mois. Et on n'en voit pas vraiment la fin. Donc effectivement, des clients inquiets. Alors, je ne serais pas tout à fait du même avis pour le fonds euro que ce que vous venez de dire, puisque le fonds euro étant composé essentiellement d'emprunts d'État et les banques centrales relevant les taux, on s'attend quand même à ce qu'à terme, le fonds euro repartent dans une dynamique haussière et fassent un petit peu plus de 1,2-1,3%, comme on vient de le dire. Donc, même si ce n'est pas un placement qui va rapporter énormément, on s'attend quand même à ce qu'il puisse enfin arriver à remonter. Donc, un petit effet positif de cette inflation et de la remontée des taux. Séverine, pour qu'on comprenne bien, là, vous nous parlez d'un taux à 1,2-1,3%. Pour le livret A, on est à 1%, par exemple. Voilà. Quel impact l'inflation, je le disais, à 5%, 5,2% très précisément, a-t-elle exactement sur des placements avec ces taux-là? Là, actuellement, les épargnants perdent de l'argent. Très clairement, les épargnants perdent de l'argent en valeur, en tout cas. Évidemment, tant que l'argent reste sur le livret, on subit cette inflation, mais on ne perd pas vraiment grand-chose. Mais en valeur absolue, ils perdent de l'argent de par cette inflation. Alors, le livret A été remonté de 0,5 à 1% au mois de février 2022. Le gouverneur de la Banque de France a annoncé, je crois, il y a quelques jours, qu'il allait encore augmenter la rémunération du livret A au mois d'août 2022 pour essayer de coller un petit peu plus à l'inflation. Donc, on s'attend à avoir à peu près du 2%. Mais comme vous le disiez, Eva, 2% comparé à une inflation à 5,2% qui va encore monter. Ces types de placements ne protègent plus les Français contre l'inflation et leur font perdre de l'argent en valeur absolue. Louis Yang, paradoxalement, on leur conseille quand même à ces épargnants de garder ces placements-là en ce moment.
Alors, je pense que ça va dépendre du profil d'investisseur avant tout. Mais c'est vrai que pour tous, c'est important de garder une poche de ce type de placement pour son épargne de précaution. C'est-à-dire que pour un placement vraiment court terme, c'est important d'avoir, par exemple, du livret, même s'ils perdent de l'argent. C'est quand même un placement qui est sans risque, sans frais et totalement liquide. Donc, en épargne de précaution, c'est une bonne idée d'en conserver. En revanche, je pense que c'est vraiment nécessaire d'aller diversifier, que ce soit au sein d'un portefeuille global ou au sein de son contrat d'assurance vie. On ne peut plus rester sur du fonds euro majoritaire ou enfin en 100% par exemple. On va justement évidemment parler de ces solutions, de cette diversification. Vous allez nous donner peut-être quelques exemples, ce vers quoi les investisseurs peuvent aussi aller en ce moment, en période inflationniste. Donc là, globalement, on attend, c'est ça, Séverine le disait, le gouverneur de la Banque de France l'a annoncé, on va sûrement réajuster les taux de rémunération. Ce ne sera pas suffisant non plus. Voilà, les épargnants, on leur dit attendez ça, et en même temps, ce ne sera pas non plus suffisant, oui, c'est ça? Tout à fait. Donc au 1er août, ce sera réévalué à combien? Peut-être 2%. C'est le gouvernement qui aura le mot final. Mais même si c'est réévalué à 2%, ce ne sera pas suffisant. Donc ça va rogner sur la performance des placements livret A et tous les placements livrets qui vont suivre la hausse potentielle du livret A. Pour qu'on prenne le truc à l'inverse, Louis Yang, quel niveau d'inflation la France doit-elle retrouver justement pour inverser cette tendance? Il faudrait que, voilà, pour que la tendance s'inverse. Alors, si on regarde, on va dire, au niveau des périodes classiques, ce que les banques centrales essayent de par leur action de viser, c'est plutôt une inflation autour de 2-3%. Voilà, 2-3%, on va dire, c'est une moyenne classique économiquement. On sera plus sur les 0% qu'on a connus par le passé, mais c'est vrai qu'il faut s'attaquer à cette inflation galopante actuellement. Et les actions, que ce soit les différentes actions qui sont en mesure, que ce soit la hausse du livret A, même à 2%, ça arrive quand même plus tard, parce que c'est évalué tous les 6 mois. Donc, dans une période, on va dire, un peu plus classique, ça peut passer. Mais quand on fait face à une inflation galopante comme aujourd'hui, on arrive un peu après coup. Et même en arrivant après coup, 2 versus 5, on ne le compte n'est pas. Séverine, je vais vous poser la même question. On garde donc ces placements sans risque, selon vous, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On les garde, mais on s'ouvre aussi peut-être, c'est la période, c'est le moment de s'ouvrir à d'autres placements, se diversifier. Oui, tout à fait, Eva. Donc, comme vous le disiez, on va garder une petite épargne de précaution, parce qu'on a toujours besoin quand même de liquidité pour faire face à un problème qu'on pourrait rencontrer dans notre vie de tous les jours. Donc, effectivement, une épargne de précaution qu'on peut laisser sur des placements de type livret A ou même PEL, mais il faut absolument arriver à diversifier son patrimoine, notamment dans les assurances vie. Alors, le fonds euro, mais aussi des UC, qu'il va falloir choisir en fonction, là aussi, du secteur d'activité et de la zone géographique. Donc, diversifier pour mieux transmettre, parce que l'assurance vie, Eva, comme on l'a déjà dit, je crois, dans une précédente émission, l'assurance vie, c'est aussi la transmission de son capital avec une partie en exonération de droits de succession pour la personne que l'on souhaite. Donc, effectivement, diversifier les placements et pourquoi pas partir sur de l'immobilier, voire même encore mieux de l'immobilier de défiscalisation pour faire une économie d'impôt dans cette période d'inflation, puisqu'on le sait, l'immobilier est le placement qui va protéger le mieux les Français contre l'inflation. Alors dites-le nous, pourquoi justement ça m'intéresse, pourquoi l'immobilier ? Alors, tout simplement parce que les loyers vont être revalorisés en fonction de l'indice de référence des loyers, le fameux IRL, qui lui-même augmente en fonction de l'augmentation des prix du marché. Donc, on va avoir des prix qui augmentent en période d'inflation, bien sûr, comme aujourd'hui, l'IRL qui va, par répercussion, augmenter aussi, et les loyers qui vont finalement, en bout de chaîne, augmenter également et donc vont permettre aux investisseurs dans l'immobilier de se préserver de tout appauvrissement. Louis Yang, l'immobilier, ouais, bonne idée. Oui, je confirme, je pense que c'est une bonne idée, surtout que l'immobilier, c'est accessible de différentes manières. Il y a aussi via des CPI qui peuvent être des unités de compte justement d'un contrat d'assurance vie. Donc ça permet justement d'aller diversifier sur l'immobilier, que ce soit l'immobilier physique ou papier, qui, par exemple, sur les CPI qui ont fait une performance autour de 4,5% en moyenne. Donc il y a du mieux, il y a un peu de moins bien en fonction des différents sous-segments.
Donc là, Mais dites-nous précisément pourquoi les SCPI, justement, quels sont les avantages à investir actuellement en période inflationniste? Alors l'avantage, pour moi, c'est la liquidité relative par rapport à l'immobilier physique. Le fait que ce soit accessible via un contrat d'assurance vie qui propose donc ce qu'on vient de dire, les avantages en matière de fiscalité au bout de 8 ans, mais également en termes de succession. Et donc sur ce type de placement, on peut allier un petit peu les deux, c'est-à-dire les avantages de l'immobilier plus le côté liquidité d'un marché avec un faiseur de marché. J'aurais aimé vous poser la question aussi, Louis Yang. On parle de placement sans risque, c'était l'objet de notre débat. Est-ce qu'en période d'inflation, il faut aller justement vers des placements plus risqués aussi? C'est la question qu'on peut se poser. Je ne sais pas, le marché action par exemple. Enfin voilà, est-ce que c'est des choses intéressantes aussi? Alors, encore une fois, je pense que ça dépend du profil d'investisseur, vraiment de ses objectifs, de son goût du risque et de l'horizon de placement que la personne a. Je pense que si c'est une personne qui peut se permettre d'investir à long terme, qui est prêt à prendre un peu de risque, il faut aller sur les marchés actions, malgré la volatilité actuelle, parce que si on prend sur des laps de temps très longs, les marchés actions comprennent des indices américains ou européens, génèrent plus de 8% de performance par an, mais sur une durée très longue, pour pouvoir lisser la volatilité. Et je pense que c'est encore plus vrai actuellement parce que les marchés sont quand même très chahutés. Donc il faut aussi être sélectif. Donc si on y va, il faut y aller avec un état d'esprit où on va être investi sur du long terme et qui a une volatilité qui peut être présente. Séverine, il nous reste une petite minute. Même question, on a parlé des placements sans risque, donc qui sont impactés par l'inflation et qui font perdre actuellement très peu, mais un peu d'argent en tout cas aux épargnants. Voilà, des placements risqués, vous, ça peut être intéressant, le marché action notamment? Oui, alors effectivement, comme vous le disiez en plateau, tout dépend du profil du client. On ne peut pas amener n'importe quel client sur un marché action, puisque comme vous le savez, il faut quand même que nous, on s'assure qu'il est capable de comprendre ce qu'il est en train de faire avec son argent, de bien l'appréhender. Donc, à partir du moment où le client est en capacité de comprendre et souhaite investir sur les marchés actions, pourquoi pas, mais effectivement, comme vous l'avez dit, sur du long terme, surtout pas se baser sur ce qui s'est passé notamment la semaine dernière, où le CAC 40 a perdu plus de 5% en une semaine, alors que pour rappel, il avait perdu 15% de janvier à mai. Donc en une semaine, on a fait un tiers des 5 premiers mois de l'année à l'annonce de la levée des taux par les banques centrales. Donc surtout pas se baser là-dessus. Des marchés très chahutés, un CAC 40 qui diminue, mais on n'est vraiment pas dans une période, j'allais dire, de référence, puisque même le marché obligataire, qui est censé être quand même un marché beaucoup plus sécure que le marché action, a totalement dévissé ces derniers temps, encore plus que le marché action. Donc effectivement, ne pas se baser sur les périodes actuelles, partir sur du long terme avec les clients qui le souhaitent et qui le comprennent, et puis patienter pour retrouver quand même des marchés qui vont, on l'espère, retrouver une certaine stabilité. Merci pour ces conseils. Merci Séverine Giovannangeli, Florence d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui à distance. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci Louis Yang également de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine, d'avoir répondu à nos questions. Rédacteur en chef donc du Café du Patrimoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous et à très vite.